quand on fait l'amour, c'est vraiment le moment où on est un peu le plus faible en tant que mec, quoi. On est clairement nu. Et donc, c'est assez gênant d'en parler avec d'autres garçons, en fait. Et du coup, parce que là, j'ai l'impression qu'on évoque des relations amoureuses, mais genre, vous parlez. Du coup, ça veut dire que si vous avez des plans cul, vous en parlez pas non plus? Bah là, pour le coup, c'est plus facile. Ah, Parce que du coup, on dédramatise un peu le truc. Ah ouais, pour le coup. et genre, du coup, ça Ouais, ressemble à ouais. quoi? Enfin, du coup, bah, c'est plus facile de raconter ça sous forme d'anecdote. Merci l'humour. Carrément, merci l'humour pour permettre je sais pas, de faire passer ça en fait, de dédramatiser la chose en fait. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Hello tout le monde, nouvel épisode de La Chose Étrange. Encore plein de belles personnes autour de cette table. Et en plus, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va aller un peu, en tout cas pour moi, sur un territoire un peu inexploré. Et je dis ça de mon expérience de meuf, puisqu'on va essayer d'aller réfléchir à ce dont les mecs parlent entre eux, autour de l'amour, de la sexualité, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils se disent pas. Et du coup, on a autour de cette table aujourd'hui 4 mecs et 2 meufs, moi et Violette. Merci. Je vais vous laisser évidemment tous et toutes vous présenter, mais je présente d'abord mon co-anime qui vient pour 3 épisodes sur cette saison 1 de La Chose Étrange. Donc on se connaît bien et Samuel représente l'association End the Way. Samuel, je te laisse présenter l'asso. Salut Kétré. Ouais, donc je suis ravi de représenter End the Way pour cette 3e épisode ensemble. End the Way, en gros, c'est une association qui a été créée en 2018 et qui fait de la prévention contre les violences sexistes et sexuelles, notamment auprès du jeune public. On intervient beaucoup en collège et différents types de publics en vulnérabilité. Ok. Et vous abordez notamment aussi des sujets autour de la masculinité, des discussions auprès justement de profils plutôt masculins et féminins, mais de parler de ces sujets-là, quoi. Ouais, en fait, on s'est rendu compte en intervenant en collège que c'était très dur d'aller attraper les mecs sur des sujets qui en fait les concernaient au premier chef, et c'est pour ça qu'on a développé un module spécifique sur la question des masculinités. C'est pour ça que je suis ravi qu'on puisse en parler aujourd'hui ensemble. Trop bien. Et du coup, je propose que vous présentiez chacun et chacune votre tour. Juste déjà, vous nous donnez votre prénom, votre âge et votre pronom si vous avez envie de le spécifier, avant même qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, moi, je m'appelle Elio et j'ai 23 ans. J'ai pas de pronom, donc on peut m'appeler il. Voilà. Moi, c'est Théo. J'ai 19 ans et il, ça marche très bien aussi. Moi, je m'appelle Violette, j'ai 20 ans et mes pronoms, c'est elle. Et du coup, moi, c'est Thibaut. J'ai 22 ans et j'ai pas de pronom non plus, donc juste il. Ok, super, merci beaucoup. Alors pour se lancer sur cette vaste question, je sens qu'on va aller creuser des trucs hyper intéressants. On avait envie d'abord de vous lancer un petit audio. Samuel, tu veux l'introduire peut-être ? C'est un extrait d'un animé que vous connaissez peut-être qui s'appelle Hunter x Hunter. Et je pense qu'on peut l'écouter directement et on en parler on ensuite. en parlera après. Alors on lance l'audio. Qui est droit, hein? Je te remercie. Je suis content que tu m'aies accompagné. Ou plutôt, devrais-je dire, j'ai de la chance de t'avoir rencontré. Quoi? Mais arrête un peu, là, tu me fous la honte. Mais pourquoi? C'est pourtant ce que je pense, je te le jure. Vous connaissez Hunter x Hunter ou pas? Vous l'avez lu? À la base, c'est un manga... Alors moi, pas du tout, vraiment. Je suis pas du tout animé manga, donc j'avoue, Ok. c'est... Moi, je l'avais lu aussi et du coup, cet audio me disait quelque chose. Ok. Jamais lu, j'ai regardé et je me suis arrêté à un certain point. J'ai peur de décevoir en disant que moi non plus, j'ai jamais lu. C'est pas grave, en soi, on s'en fout que vous l'ayez lu ou écouté, c'est ça qui est bien. L'audio parle de lui-même. Est-ce que ça vous fait réagir? Donc, pour contextualiser, c'est 2 copains. Ouais, c'est un peu les deux
personnages principaux de la série. Là, je pense qu'on est en saison 4 déjà, donc on a vécu pas mal d'aventures ensemble. C'est un shonen, donc un animé destiné aux jeunes garçons assez classique, avec plein d'aventures et des relations masculines, justement, mais qui ne sont pas forcément très interrogées. Et donc, ils sont très amis. Et c'est cette déclaration qui est censée être un moment assez fort de toute l'histoire de l'animé, en fait. Et du coup, moi, ce que j'avais envie de vous demander par rapport à ça, parce que là, il lui fait tu vois, une déclaration d'amitié et on voit la réaction de son pote. Est-ce que vous avez déjà fait, vous, une déclaration d'amitié comme ça à un pote mec? La déclaration d'amitié, je la souhaite à tout le monde. C'est fantastique. Quand elle arrive et qu'elle est sincère, ça m'est arrivé 2 fois. D'avoir une vraie déclaration d'amitié, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, essentiellement bourré, hein. On va pas se cacher, mais c'est un grand moment et je pense que l'amitié, c'est comme l'amour. C'est une relation qui est très importante et c'est bien de se le rappeler dans ce genre de moment. Ouais. Bah ouais, c'est un type d'amour, effectivement. Ouais. Et c'est marrant que tu dises, essentiellement bourré. Ça aide. Ça aide à quoi? Ça ouvre la discussion, je dirais. Dans mon cas, en tout cas, c'est vrai que on se parle plus quand on est bourré, en tout cas, de choses qui sont difficiles à dire. Ça enlève les barrières, en fait, simplement. D'être bourré, tu peux dire « Oh, je t'ai bourré ». Si jamais tu vois que la personne réagit mal, tu peux dire « Oh, je t'ai bourré », c'est pas grave. Mais justement, c'est marrant. Est-ce que c'est pas marrant qu'on dit des choses difficiles à dire pour une déclaration d'amitié qui est une chose essentiellement positive, pour le coup? Ouais. C'est extrêmement vrai. Mais en fait, c'est des choses qui sont bêtes à dire, en tout cas, qu'on oublie de se dire, je pense. C'est facile à dire parce que ça tient en une phrase, en fait. Le « je t'aime » en amitié. Mais en fait, comme on se le dit jamais, en tout cas, moi, avec mes copains, voilà, on se le montre différemment. Le dire, ça fait quelque chose, en tout cas. Ouais. Moi, avec mes potes mecs, du coup, c'était soit quand ils étaient bourrés, ou soit c'était moi qui disais du coup une déclaration d'amitié qui après permettait d'ouvrir le dialogue un peu sur leurs sentiments et le fait qu'on était heureux d'être amis. Ou bien alors, plus récemment, c'était genre sur une carte d'anniversaire, en mode que je lis devant eux, ils sont un peu gênés de ce qu'ils ont écrit en mode et tout. Et alors que c'est évident et que c'est pas quelque chose de dangereux ni de malsain. Donc c'est plutôt bien et assez... Ouais, je vois qu'ils ont un peu plus de mal, mes potes mecs, que mes potes meufs. Mais quand ils le font, du coup, c'est tellement sincère que c'est très beau, je trouve. Parfois, ça semble assez évident. Enfin, on le sait et on se dit pas que c'est si important de le dire. Et en fin de compte, si. Pas avec tout le monde, avec les personnes qu'il faut, mais je te rejoins, c'est un moment très beau. Et c'est très beau et en même temps, c'est rare entre mecs surtout. Enfin, justement, Violette, toi, est-ce que dans les amitiés intégralement féminines, tu vois une différence dans la manière de se déclarer ses émotions et ses liens d'affection? Oui, beaucoup plus. Vraiment, avec mes potes meufs, on va se dire beaucoup plus souvent qu'on s'aime. On va être surtout beaucoup plus tactile. Avec mes potes mecs, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que c'est essentiellement sous alcool qu'on va se faire des câlins, par exemple, alors qu'avec les filles, on va le faire beaucoup plus souvent. Et que, oui, ils ont peut-être un peu plus de mal à l'exprimer. Donc oui, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez l'impression qu'il y a plus de difficultés à exprimer? Oui, totalement, en vrai. Parce que, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'entre mecs, déclarer son amour, c'est tout de suite quelque chose de gênant. Mais je pense que même pas consciemment, mais plus inconsciemment, c'est quelque chose de gênant parce que on s'imagine que c'est relié à l'homosexualité ou je sais pas, mais je pense qu'on se dit que c'est gênant et qu'il n'y a pas besoin de le dire, en fait. Ouais, il y a un truc de pudeur. Enfin, tu dis 2 trucs. Il y a un truc gênant, donc c'est pudeur. Et du coup, genre, j'y vais pas. Un peu ce qu'on entend dans l'audio, d'ailleurs. Vas-y, tu me fous la honte. Et en plus, derrière ça, il peut y avoir un truc d'être affilié à quelque chose. En l'occurrence, là, tu parles d'une orientation sexuelle qui, en plus, n'est pas forcément valorisée ou valorisable, en tout cas. Oui, totalement. Ouais. Puis, il y a aussi un truc que je remarquais quand j'étais proche de mes potes mecs ou qu'on se fait un câlin ou quelque chose, il y a tout de suite... un truc de « mais vous flirtez » ou « ah mais ça veut dire que machin, crush sur machin ». Enfin,
Comme si direct ça instaurait une ambiguïté, alors que pas du tout. Donc, ouais, il y a aussi vachement ce truc-là de si t'es trop proche de ta pote fille, c'est que tu veux plus ou quelque chose comme ça, alors que c'est pas tout le temps le cas. Ouais, entre un garçon et une fille Ouais. en l'occurrence. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a ce même truc entre deux meufs? Non, beaucoup moins, ouais. Parce que c'est marrant, c'est ce que tu dis Thibaut, tu dis entre deux mecs, si tu démonstres un peu trop d'affection, on va toujours te dire oh, tu te calmes là, on n'est pas des tafioles. Alors que c'est vrai qu'il n'y a pas cette dynamique-là chez les meufs. Mm. Ça vous parle, vous? Vous avez ce sentiment qu'il y a ce truc-là, à la fois de pudeur, de barrière, et puis on est quand même des mecs, on va pas... Ouais, clairement. Et puis même, c'est assez drôle parce que ça, c'est plutôt donc, quand j'étais plus jeune, hein, mais on se faisait pas des câlins ouvertement, par exemple, mais on se rentrait un peu dedans, quoi. C'est pas un câlin, ah, viens là, que je te prends dans mes bras. Non, c'est viens, on se rentre dedans et on se montre qu'on s'aime. C'est très bizarre. Il n'y avait pas à faire ça, mais on fait ça quand même. Très Ah ouais, bizarre. t'as l'impression que, genre, quand tu joues à la bagarre, un peu, c'est en fait une façon de te montrer que Ouais. c'est la seule façon possible de se montrer qu'on se kiffe, quoi. À un certain âge, ouais, surtout. Je pense à moi plus jeune, en tout cas, vraiment lycéen. Mais ouais, qui, je sais pas, on chorégraphie nos checks avec nos potes, on se tambourine le dos et tout, mais c'était pas affectueux comme ça aurait pu l'être, en fait. Hein. C'est juste, c'est marrant. Je préfère Et le contact. t'expliques ça comment, si tu devais... Je pense que déjà, c'était assez spontané, donc il y a pas... Je saurais même pas l'expliquer en réalité, hein, mais je pense que juste avec le temps, on apprend à adoucir ses émotions, à maîtriser. Je sais pas, si on est heureux d'être avec quelqu'un, on va pas forcément rentrer dans cette personne. Je pense que c'est plus, non, avec le temps, on apprend à tempérer tout ça, en fait. Avant, on sait juste pas le montrer. On s'aime, mais on se le montre bizarrement. Ouais, les déclarations d'amitié dont tu parlais, c'est des déclarations qui sont plus récentes? C'est plus, non, je dirais à 20 ans, 16 et 20 ans. Ah, t'as quand même des dates précises en tête pour que ça J'ai t'ait des personnes suffisamment... en tête, en vrai, ça c'est sûr. C'était quoi la question, excuse-moi? Est-ce que c'est... Parce que tu as l'air de dire, du coup, on évolue un peu dans la façon dont on gère ou dont on verbalise, on va dire, les émotions. Et du coup, je te demandais si, justement, ces déclarations d'amitié dont tu parlais tout à l'heure, c'était plutôt des déclarations que tu situes plutôt après le lycée ou avant, quoi. Alors pendant et un tout petit peu après, en tout cas, oui. Ça c'est... Si ça peut répondre, je sais pas trop. Si, ça répond carrément. Mais il y avait clairement ce truc de... il y avait encore ce truc-là de... On se prend dans les bras et on se le montre bien, du coup. Ouais. On s'enlace. Ok. Tu crois que c'est justement un truc de... Comme ça, il n'y a pas de malentendu, quoi. C'est genre... je te kiffe, quoi, mais... Ouais, c'est ça. Mais genre, de viens, on se le malentendu. dit bien. Tu vois. On se le dit bien. J'adore. Théo, toi, t'as l'impression qu'il y a ce truc-là de pudeur, peut-être? Probablement un peu, mais je pense que ça dépend du groupe d'amis que tu as, de l'entourage que tu as, de la façon dont tu as appris certaines choses. Moi, par rapport à mes amis à moi, j'ai pas vraiment ce sentiment-là de pudeur, comme tu as pu l'expliquer. Mais et ça m'a fait réfléchir aussi. Je me suis dit non, la pudeur, pas vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas. Je trouve que ça vient assez naturellement. Et au final, j'ai réfléchi quand tu nous as demandé est-ce que vous avez déjà eu ce moment de déclaration d'amitié? Waouh! Et instinctivement, je me suis dit bah oui, bien sûr, j'ai des exemples en tête. Et au final, après avoir réfléchi, bah pas vraiment. Mais c'est tellement. Tu le ressens tellement que tu oublies que c'est important de le mentionner. Et ça m'a fait remettre ça en question, en fait. Ouais, ça, tu le sais, mais tu l'explicites pas, quoi. Peut-être qu'il y a des personnes à qui je devrais le dire, en fait. Je l'ai pas encore fait. Tu veux leur passer un message, là, ce soir? Je leur dirai autour d'un verre. Bourré. Bourré. Mais c'est intéressant parce que tu dis justement, c'est peut-être la façon dont on a appris aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a appris ça, à dire? Dire quand on... Je sais pas, dire quand on kiffe, dire quand on... Bah, c'est une bonne question en vrai. Moi personnellement, j'ai la chance d'avoir un groupe d'amis qui est le même depuis que je suis au collège.
Donc j'ai vraiment grandi avec des personnes avec lesquelles je suis lié vraiment très fort. Et des déclarations d'amour, on s'en est déjà fait beaucoup, mais même sans être ivre. Donc j'ai la chance d'être dans un groupe un peu ouvert. Mais c'est vrai que je me dis que si j'avais grandi avec des potes moins ouverts, ou alors quand je pense à mon père, je me dis en fait, c'est vrai que jamais j'aurais eu l'idée de dire à mes potes, bah je t'aime en fait, genre dire je t'aime en amitié, c'est quelque chose de très fort. Et je pense que si j'avais pas eu des amis qui m'ouvrent à d'autres manières de réfléchir ou quoi, je sais pas si j'aurais eu le réflexe de le dire et si j'aurais trouvé ça important. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette manière de se déclarer ses émotions, c'est au-delà même de manifester de dire je t'aime d'une manière, enfin, comme un élan d'émotion, c'est de dire qu'est-ce qu'on aime chez l'autre aussi. Moi, je m'étais rendu compte de ça il y a pas longtemps en étant un espèce de cercle de parole et d'écoute masculine, donc il y avait que des mecs, et c'était sur l'amitié masculine, et il y a 2 mecs qui se sont fait une déclaration d'amitié, mais assez longue et assez développée sur pourquoi leur relation était hyper importante pour l'un et pour l'autre. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais vu ça. Alors 2 mecs qui prenaient le temps de s'expliquer ce qui s'aimait. Donc même au-delà de l'affection, c'est la question de est-ce qu'en tant que mec, on est éduqué pour manifester précisément nos émotions et les dire aux autres, notamment dans le contexte d'amitié masculine. Alors ça, c'est vrai que la déclaration d'amitié longue, c'est un truc, je pense, niveau au-dessus encore plus. Ouais, c'est vrai que moi je disais que ça rentrait dans une phrase s'il commence à faire un développement de pourquoi il s'aime. Non, je trouve ça beau. Après, comment dire, je pense qu'on peut l'apprendre en fait. On peut l'apprendre, mais tout le monde le veut en fait avant tout. C'est juste on n'a pas l'élan pour le faire. L'occasion, il y a 1000 occasions pour le dire. En fait, toutes les occasions sont bonnes. Si tu veux faire quelque chose de positif, bah, tu fais un truc positif. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais moment pour faire un truc positif. Et non, je pense que c'est juste, on oublie tous de le faire. Littéralement. Dans le développement, après, ça c'est plus compliqué. Bah perso, ouais, moi j'ai eu l'occasion avec que certains amis, j'avoue, c'est pas avec tout le monde, mais avec vraiment des potes très proches où en fait on s'est tous les deux retrouvés en fait, c'est la tristesse clairement qui nous a ramenés à vraiment se faire des déclarations et à se rappeler pourquoi on est des très bons potes. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu cette notion de tristesse, de moments où on était dans des périodes vraiment de gros doutes quant à nos études, tout ça, je sais pas si on aurait eu l'occasion de se faire une vraie déclaration longue. Oui, parce que Hélios, tu parlais du fait qu'on oubliait de le faire. Moi, je me demande si est-ce qu'on oublie de le faire ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de pression à ne pas le faire. Après, là, vous évoquez des groupes qui ont l'air assez sains dans leur manière de fonctionner, mais il y a quand même certaines tendances qu'on voit notamment dans les groupes d'amis mecs et des formes de pression. Est-ce que vous voyez comment elle peut se manifester ou pas, justement, cette pression à pas communiquer ou pas trop communiquer, notamment ses émotions, ses faiblesses, etc. Il y a clairement une barrière qui est mise sur la masculinité, en vrai, je pense. Mais qu'on apprend voilà, avec les bonnes personnes aussi à passer outre cette barrière. Enfin, je sais très bien, il y a certains potes, je ne vais pas les enlacer parce que je sais que ça les gênera. Donc en fait, forcément, il y a quelque chose lié à ça qui est bloquant et qui est mal placé, en fait, je dirais. Parce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal, en fait, de pouvoir être tendre avec quelqu'un qu'on aime, au-delà du fait qu'il y ait une attirance physique, sexuelle, en fait, ça peut juste être une attirance émotionnelle. Et en fait, avoir un contact quand il y a cette attirance-là, il devrait absolument pas y avoir de problème, en fait, à signifier ça avec du contact, quoi. Ouais, Mais je sais que ça en gêne certains, pour le coup, ça c'est sûr. Puis tu parles de contact, mais on parlait aussi de déclaration verbale, tu vois. Tu peux aussi déclarer sans aller venir faire un câlin ou une accolade, tu vois. Bah ça, je pense que c'est même potentiellement plus déstabilisant d'avoir les mots précis. Enfin, je sais que ça pourrait déstabiliser certaines personnes, faire craquer les plus bonhommes d'entre nous, hein, mais ouais, c'est fort quand on réussit à mettre des bons mots sur une relation qui est saine. Oui, effectivement, certains ne seraient pas capables de l'accueillir, quoi. Et du coup, genre, je reviens à tes déclarations d'amitié, mais parce que tu as dit qu'il y en avait eu 2, mais genre, du coup, ça se verbalise comment? C'est un je te kiffe et je te fais un bon hug, ou c'est des mots? Parce que justement, Samuel parlait, tu vois, de trucs où tu t'étayes, pourquoi je te kiffe et pourquoi t'es essentiel dans ma vie, tu vois.
Est-ce que toi, ça ressemblait à quoi, du coup, si tu devais donner quelques extraits? Bah, je rebondis sur, ce que tu as dit, qui était très, très intéressant. C'est dans les moments durs, en fait, qu'on réussit, je pense, à, bah, libérer son cœur, son cerveau, en fait. On libère, en fait, moi, je sais que c'était aussi dans des moments, un peu plus difficiles que j'ai réussi à dire, bah, quel point une personne a été, bénéfique, en fait, pour moi, à certains moments de ma vie, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que comment dire ça? Moi, de ce que j'ai vécu, la déclaration d'amitié, elle s'est faite à des moments où j'ai réussi à remonter la pente, grâce à une personne, par exemple. Mmh. Et du coup, tu arrives à lui verbaliser qu'il a été essentiel là-dedans et que Ouais, c'est une personne essentielle pour toi, ouais, quoi. ouais. OK. C'était une forme de merci, en fait. Ouais, OK. Les autres, ça vous évoque, quelque chose? Dans la façon dont ça a pu être verbalisé, vous, dans vos vies, que ce soit, vous envers un pote ou l'inverse? Euh, pour moi, c'était même pas une soirée alcoolisée ou quoi, comme on a pu en parler tout à l'heure. Et c'était pas non plus un moment où ça allait être si mal que ça, ou enfin la vie suivait son cours, quoi. Et c'est juste un déclic à avoir, comme un peu tu disais, qu'on avait tendance à oublier qu'il fallait le dire ou qu'on le ressentait. Et là, c'était juste ce déclic. Si tu dis putain, je la kiffe cette personne, et tu sens que là, c'est le moment de lui dire, mais plutôt pas comme une déclaration, mais plutôt un rappel. Genre, putain, tu sais que je t'aime. Ouais, bah trop bien. C'est fort. Chambé, j'adore, moi. En vrai, c'est très fort, hein. C'est très très fort. Mm. D'avoir d'arriver à le dire comme ça alors que tout va bien, je trouve ça très fort. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait, ça dépend du groupe d'amis que t'as, de l'ami que t'as en face de toi, de l'éducation que t'as reçue. Moi, je sais que chez moi, dans ma famille, avec mes parents, il n'y a jamais eu de blocage envers le fait de verbaliser l'affection, l'amour. Je dis toujours je t'aime à mes parents, je leur dis bonne nuit, je leur fais un câlin avant d'aller me coucher. Et, puis, et c'est juste trop bien, en fait. Donc, l'éducation que j'ai reçue par rapport à l'amour et à l'exprimer, il a toujours été assez fort. Et c'est pour ça que je trouve pas que ça soit vraiment. Il y a ce blocage qui existe, mais je trouve pas qu'il soit si difficile pour moi de le briser. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis par rapport à l'éducation parce que bah déjà là, on parle de mecs et de meufs. À l'évidence, on parle de mecs et de meufs parce que en tant que catégorie, tu vois, et non pas un truc de différence biologique, c'est évidemment la façon dont on nous éduque qui influence comment après et on sait quand même maintenant qu'on n'éduque pas les garçons et les filles de la même façon. Moi, ça me rappelle une anecdote où j'avais un mec de votre âge qui me disait en fait, moi, j'ai pas d'émotion. Ok, du coup j'ai un peu creusé, tu vois, et il me disait, mais en fait, c'est juste que je les ressens pas ou j'arrive pas à poser de mots dessus parce que. Et on continue à creuser. Il a fini par me dire, en fait, moi, j'ai été éduquée, j'ai un père militaire, les émotions, en fait, c'était un truc qui était pas cool. En fait, fallait les gérer, les contrôler et du coup les rentrer. Et il me disait vraiment, aujourd'hui, j'ai l'impression que du coup que j'en ai pas vraiment. Je pense que je les ai tellement contrôlés que j'en ai pas vraiment. Et ça m'handicape vachement dans mes relations amoureuses, notamment quand j'ai des meufs qui me disent je t'aime. Moi, je les regarde en mode bah. Et c'était marrant parce qu'au début, il arrivait en disant j'ai pas d'émotion. Et puis après, tu creuses, tu te dis bah en fait, si, parce que tu es vivant. Donc à partir du moment où tu es vivant, tu as des émotions. Et du coup, en creusant, tu vois, il me disait bah c'est mon éducation, quoi. Et vous, c'est ça, toi, tu as l'air de dire, Théo, que toi, on t'a appris à dire je t'aime. Et du coup, potentiellement, c'est aussi ça qui facilite, toi, ta façon de le verbaliser. Vous avez l'impression que vous, on vous a appris à verbaliser des émotions. Tous et toutes, hein, Violette aussi. Je sais pas. Du coup, ça me fait poser plein de questions. En soi, bah oui, un peu, plus que mon frère, par exemple. Enfin, en fait, tout ce que vous disiez, ça me faisait penser un peu à ça. Genre, par exemple, lui, pour les déclarations, c'est vachement encore quand c'est mon anniversaire, par exemple, ou que quand c'est des moments assez durs. Et ça va être pareil, une accolade, mais un peu bonhomme, genre hop, comme ça, et un truc un peu dur et tout. Ouais, j'ai l'impression que on m'a
plus laissé l'occasion d'exprimer mes émotions que lui, par exemple. Et que c'était un peu plus OK. Par exemple, j'ai pu pleurer devant mes parents, ils m'ont consolée, tout ça, alors que mon frère, même dans les moments difficiles qu'on a pu avoir au sein de notre famille, je l'ai pas vu pleurer, quoi. Donc, ouais. Thibaut? Ouais, bah du coup, moi personnellement, c'est un peu bizarre parce que en gros, j'ai un père qui est très scientifique, il est ingénieur, cadre, tout ça. Donc c'est assez carré, droit. Et j'ai une mère qui est psychologue, psychanalyste, donc qui travaille beaucoup plus avec les émotions, tout ça. Et donc ma mère est très expressive et elle me dit beaucoup qu'elle m'aime, tout ça. Et à l'inverse, moi j'aime beaucoup, j'ai eu beaucoup de mal avec mon père parce qu'on s'engueulait énormément sur le travail, parce que j'étais un élève qui aimait pas du tout travailler de mon collège à mon lycée. Donc en fait, ma relation avec mon père, c'était globalement que m'engueuler autour du travail, de ça. Et donc j'ai jamais eu même l'envie en fait de lui dire je t'aime quand j'étais plus jeune. Mais maintenant que j'ai grandi et que je suis allé chez le psy, tout ça, et que ça m'a permis de bien grandir, je montre des gestes d'affection à mon père. Et c'est marrant parce que je vois que lui, c'est pas du tout son éducation, quoi. C'est-à-dire que quand je le vois, je vais tout de suite aller lui faire un grand câlin. Et je vois que lui, il ne rend pas vraiment le câlin, quoi. Il fait une petite tape sur l'épaule et puis voilà. Et c'est marrant parce que du coup, c'est vrai que je l'ai jamais entendu me dire je t'aime. Et à l'inverse, moi aussi, je n'ai pas de souvenir où je lui ai dit je t'aime. Contrairement à ma mère où c'est beaucoup plus souvent, en fait. Intéressant. Je dirais que déjà j'ai de la chance d'avoir une famille qui est aimante et qui assume le montrer en fait par des paroles et des câlins, on va dire. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ça s'est perdu avec le temps. Je ne saurais pas le délimiter trop quand, mais en fait, on a un peu oublié ce truc-là de se dire ah bah je t'aime, à part voilà, les anniversaires ou les grandes occasions où là, voilà, on se le dit avec beaucoup de facilité. Mais au quotidien, en fait, j'ai l'impression que c'est plus un oubli qu'autre chose. Qu'en fait, on grandit en oubliant de porter de l'affection, même la plus basique. Ça peut être ouais, un bonne nuit, tu vois. Comme tu disais, genre tu dis bonne nuit à tes parents tous les soirs. Bah, c'est vrai que ça, c'est un truc, moi, qui s'est perdu. Mais je sais pas trop comment, en fait. C'est plus au fil du temps. Mais tu sens que c'est la même chose dans ta famille, chez les hommes et les femmes? Ouais, là, sur ça, je sens que c'est la même. Et avec ma sœur, du coup, j'ai une sœur. Je sais qu'on a un peu... Enfin, c'est pas qu'on a du mal à dire des je t'aime ou de montrer de l'affection, mais que on le dit pas forcément au quotidien, mais parce qu'on n'y pense pas. Alors que c'est important d'y penser. C'est... Petit rappel t'as d'ailleurs. pas eu l'impression d'avoir qu'on est, tu vois, parce que Violette évoquait le fait que son frère il pleurait pas et que donc sous-entendu il n'avait probablement pas l'espace pour pleurer. Vous avez pas eu l'impression d'avoir ça par rapport à vos sœurs, pour ceux qui en ont? Je sais que ma sœur, elle est assez pudique sur certains aspects. Moi, sur d'autres, en fait, enfin, je sais que sur ça, en fait, c'est plus des traits de caractère, comment dire, familiaux, d'être plutôt timide et pudique sur certaines émotions, notamment la tristesse, hein. Mais non, je dirais que j'ai pas eu cette différence d'éducation, en tout cas avec ma sœur, de mon côté. Et outre votre éducation, est-ce que vous avez l'impression typiquement que cette espèce d'injonction de un mec qui pleure pas, vous l'avez entendu ailleurs? Ou en tout cas, tu vois, est-ce que c'est un truc qui pour vous est encore présent aujourd'hui dans la façon dont on éduque les garçons? Personnellement, je pense que la sensibilisation par rapport à ça, le Boys Don't Cry, c'est comment dire, j'ai pas reçu cette éducation-là, ni dans n'importe quelle instance d'éducation, que ce soit la famille, même l'école, tout ça. J'ai l'impression que c'était assez ouvert, en fait, la parole était assez ouverte et il n'y a eu aucune gêne par rapport au fait de pleurer quand t'es un mec. Et justement, j'ai l'impression d'avoir esquivé ça plutôt bien et que c'était un bon signe, en fait, de pouvoir évacuer sa tristesse en pleurant. Trop cool. Et du coup, c'est quelque chose que vous avez déjà fait entre potes? Ce moment où tu sais, tu chiales un bon coup avec ton meilleur pote et qui te fait un bon câlin et on évacue, quoi. Bah, pour l'atteindre, ce moment, généralement, encore une fois, on pourrait être sponsorisé par une marque. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je vais être obligée de le dire. Mais c'est vrai que
pour atteindre ce genre de moment, c'était quoi la question exacte? Excuse. Est-ce que tu as déjà eu des moments avec un pote où, que ce soit toi ou lui, ça chiale un bon coup parce que tu es triste, parce que tu es joyeux, j'en sais rien, et du coup, ça fait du bien de lâcher ça devant ton pote, quoi. De fou. De fou. C'est des moments qui sont hyper intenses. Et pour ceux qui nous écouteraient et qui retiennent souvent leurs larmes, quand on y va, on y va. Hein. C'est... Ça Ah ouais. libère. Ouais, ah ouais, de fou. De fou. Et c'est marrant parce que genre, je parlais avec une amie récemment qui me disait ah mais vraiment heureusement que le football existe pour que les hommes puissent se manifester des émotions fortes entre eux, parce que ce que tu racontes c'est beau mais c'est rare. Enfin, moi, c'est très rare d'entendre cette parole-là de mecs jeunes qui sont capables de... Bon, il y a l'alcool certes, mais qui arrivent à verbaliser ça. Et c'est vrai que le sport aussi est une manière de passer... Ouais. De passer des émotions hyper fortes, de joie, de tristesse, de colère, etc. Et aussi de contact physique hyper fort, voire genre sensuel dans une certaine mesure si tu les sors du contexte, mais qui n'existe pas ailleurs. Alors que chez les femmes, on a quand même l'impression qu'il y a une porosité un peu plus grande dans la manière d'exprimer ses émotions, quel que soit le contexte en fait. Tellement vrai. Le sport, c'est un exutoire à émotion, en fait. Ça sert à ça. C'est pour tous les gens qui n'ont pas forcément l'occasion de le montrer à ce stade-là. Oui, c'est vrai, le sport, tu passes par des étapes d'euphorie, de tristesse, de joie, de surprise, de tout, vas-y. Et du coup, là, tu t'autorises. Enfin, Ouais. en tout cas, pour ceux qui ne se l'autorisent pas, là, c'est OK, Ouais. tu vois. Mais attends, c'est hyper intense, on a gagné, on a perdu, on a machin. Vous, les Théo ou Thibaut, vous avez déjà eu cette occasion de pleurer un bon coup devant un pote et... Tu veux y aller en premier? Vas-y. Je sais pas déjà te dire. Bah ouais, moi j'ai eu l'occasion. Encore une fois, j'avais des problèmes dans mes études. J'avais commencé une première école qui m'avait vraiment déplu et je m'étais fait larguer par ma copine de l'époque. Donc c'était vraiment un moment de gros remise en question, de grosses doutes. Je savais pas du tout ce que j'allais faire et je vivais chez un pote. Et globalement, il y a des moments où juste j'étais là en train de me dire mais qu'est-ce que je fous de ma vie? Juste je pleurais devant mon pote et on pleurait un peu ensemble parce que lui aussi il savait pas trop ce qu'il voulait faire. Mais c'est des moments très très intenses en fait. Et c'est vrai que ouais, ça lie énormément. Depuis ce jour-là, je sais que ce mec-là, c'est vraiment mon meilleur pote en fait. Parce qu'il y a ça qui nous lie. Il y a ce moment de tristesse partagée qui nous a beaucoup impacté, qui nous a vraiment permis de grandir, qui fait que on est liés. Mais je sais que en parlant avec d'autres personnes autour de moi, par exemple avec les gens de mon école dont je suis un peu moins proche, je sais que c'est un truc presque pas forcément extraordinaire, mais quelque chose de pas commun en fait, de pleurer vraiment devant son pote et d'oser parler de ses problèmes, tout ça. Oui, non, Oui. oui, il a raison. Je te rejoins là-dessus. Et ouais, ça m'est arrivé aussi. Et même que la dernière fois, c'était vraiment il y a une semaine, c'était il y a pas très longtemps du tout. C'est fort, c'est très très fort parce que c'est un peu inattendu. Enfin, comme on l'a déjà dit, t'as un peu ce truc-là d'inconscient. Enfin, tu le sais, mais tu penses pas que t'as besoin de l'exprimer. Et là, c'était pareil. Genre, je sais que c'est un mec que j'aime énormément. Je sais que c'est réciproque. Mais là, à ce moment-là où ça allait pas et qui m'a pris dans ses bras pour me dire que ça allait passer, que tout allait bien. Waouh, je savais pas que j'en avais besoin et je savais pas qu'il pouvait me donner ça. Alors qu'en fait, je savais un petit peu, mais c'est complexe. Ah, puis le C'est fait quand t'as le qu'il- choc du truc, tu fais ah oui, d'accord, c'est ça. Bah, parce que probablement qu'à ce moment-là, tu avais besoin d'entendre ça et que c'est ton meilleur pote qui te dit je suis là, quoi, en gros, avec ces mots. Et du coup, ça fait. Mm. ça fait monter l'émotion, quoi. C'est ça. Ok, trop cool. Mais effectivement, vous vous accordez pour dire que c'est des moments hyper intenses et hyper positifs, mais que c'est pas forcément un truc qu'on fait tous les matins et qui est hyper courant. Ouais, et puis vous, on a la chance d'avoir un panel Ouais, j'ai l'impression. peu représentatif peut-être, d'un espèce de standard masculin, mais est-ce que, en tout cas, peut-être pas chez vous, mais autour de vous, vous voyez un peu les effets que ça peut avoir, la difficulté qu'ont une partie des mecs à avoir du mal à montrer leurs émotions? Quels effets négatifs ça peut avoir à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'un groupe? Bah, j'ai un exemple assez récent de un pote de l'école avec qui je suis proche, mais on n'a jamais été vraiment super potes. Et je l'ai revu avec d'autres potes au bar. Et lui, il était extrêmement ivre. Et vraiment, j'ai vu que d'un coup, il a fondu en larmes avec moi. Et il m'a dit vraiment à quel point il m'aimait. Et il m'a raconté sa vie.
Et je me dis, mais genre, heureusement que moi, je suis quelqu'un de sain qui ne va pas aller répéter tout ce qu'il m'a dit et que je comprends sa détresse. Je me dis, pour des mecs qui n'ont pas de meilleurs potes avec qui parler, je pense que ça va être vraiment super dur d'avoir des pensées comme ça négatives ou d'avoir l'impression de faire de la merde et de pas savoir à qui en parler, de pas pouvoir en parler. Ça doit vraiment être extrêmement frustrant en fait. Moi, j'ai cet exemple-là, ouais, mais c'est assez impressionnant quand quelqu'un qui ne sait pas forcément relâcher ses émotions, quand ça finit par sortir, c'est comme un volcan en éruption. Enfin, ça fait peur à voir. Enfin, c'est une explosion d'émotions. Enfin, c'est incontrôlable, en fait. Et il y a plus de filtre. En fait, une fois qu'on passe ce cap-là de la libération des émotions, ça devient du coup très, très intense, trop intense peut-être. Même, voilà, j'ai déjà vu un pote qui a fait n'importe quoi sur le coup de la tristesse, en fait, c'était... C'est quoi n'importe quoi, si tu peux donner des détails sans trahir? Comment dire? Sur le coup de la tristesse, déjà, en étant triste, il gérait pas forcément ce qu'il disait. Donc, il y a une forme d'agressivité qui se crée. Puis une phase d'apaisement, mais qui prend un peu de temps. Faut calmer le jeu. Mais ouais, en fait, ça me fait penser, en fait, à mon école, du coup, il y a une intervenante qui avait dit une fois, je trouvais ça très intelligent, c'était sur un cours sur les émotions. Et elle disait que la tristesse, c'est quand la colère n'en peut plus. On peut être énervé pendant un temps, et quand il n'y a plus de colère, quand il n'y a plus la force de maintenir cette colère, il y a de la tristesse. Et je sais pas, moi, ça m'a beaucoup parlé, en fait, ce truc-là, parce que beaucoup de formes de tristesse sont extrêmement liées à une frustration, une colère. Et dans ce cas-là, quand ça explose, il y a première phase de colère, deuxième phase de tristesse. Mais à outrance, en fait. Ouais, et puis à l'inverse, la colère peut aussi cacher de la tristesse, en fait. Quand C'est t'as ça. pas appris à accepter... Parce que la tristesse, on parlait des pleurs, souvent, une bonne façon d'évacuer la tristesse, outre le fait d'en parler, c'est de pleurer, en fait. Les pleurs, ça vient évacuer ça aussi. Et donc souvent, la colère, elle cache la tristesse. C'est que tu veux pas aller dans la tristesse, parce que t'es pas OK du tout avec la tristesse, et du coup, t'es colère, quoi. Et c'est vrai ce que tu dis, en tout cas, t'évoques un comportement qui est potentiellement un comportement de violence. Quand tu n'arrives pas à exprimer cette tristesse, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme comportement potentiellement Ouais, en tout cas, c'est très, très juste ce que tu dis. Quand tu retiens comme ça tes émotions fort, est-ce qu'il y a d'autres comportements qui vous viennent et qui peuvent être des résultants, en tout cas, de non-expression émotionnelle? Moi, j'ai un exemple, mais c'est plus des personnes qui, quand elles sont tristes, vont vraiment boire beaucoup d'alcool en soirée pour vraiment, dans le but de se déchirer et de faire n'importe quoi. Et c'est souvent triste. Genre, j'ai vu vraiment un pote presque boire régulièrement et à des soirées vraiment se mettre une énorme mine juste parce que il y a une fille qu'il aimait bien et qui a chopé un autre mec pendant la soirée et lui ça le rendait fou, mais il se sentait tellement impuissant face à cette situation que juste il s'est dit bah vas-y je vais me démarrer et me plus rien me souvenir de cette soirée et en fait ça en est juste triste. Quand moi je vois ça d'un œil extérieur, je suis là mais j'ai tellement de peine pour cet ami que tu sais pas quoi faire en fait. C'est affreux. Ouais. En fait, effectivement, vous mettez le doigt sur le truc, c'est qu'en fait, souvent, ce qu'on appelle les comportements à risque, donc là, tu parles d'alcool, la violence en est un autre, sont souvent des traits très masculins. Et en fait, quand tu réfléchis, que tu tires le fil, tu comprends que c'est aussi cette espèce de, tu vois, de retenir comme ça des trucs à un moment, il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Et vous les avez dit, tu vois, tout seul. Tu dis, du coup, il dit, je vais me démarrer, je vais oublier ça en me mettant minable. Donc, alcool, drogue et compagnie. Et il y a des stats qui sont assez folles là-dessus. Je sais pas si on peut en partager quelques-unes, mais tu vois, notamment dans les overdoses, c'est 80% des overdoses sont des hommes. Et dans les conduites à risque, il y a aussi tous les comportements, tu vois, genre le rapport à la vitesse,
Genre, c'est là où tu vas ressentir des émotions hyper fortes, donc tu vas conduire comme un bourrin. Ça, c'est pareil, tu vois, les accidents de la route, 84% des auteurs d'accidents de la route mortels sont des hommes. Enfin, tu vois, il y a plein de stats comme ça qui sont hyper fortes et qui sont, enfin, quand tu y réfléchis, c'est quand même trop triste, tu vois, parce que je pense que personne n'a envie d'aller là dans ces stats-là. Et c'est marrant que vous les ayez développés, en tout cas, tu vois, en vous posant la question, que ça vienne naturellement, quoi. Ouais. Et le truc des accidents de la route, en plus, ça va à l'encontre d'un stéréotype Ah oui, très établi. Exactement. Et derrière ce que vous dites, il y a un paradoxe qui est intéressant, qui est celui de... On est dans les stéréotypes de un homme, ça doit être fort, et c'est pour ça que ça montre pas ses émotions. Mais derrière ça, ce que vous dites, c'est qu'en fait, cette fragilité masculine, comme elle trouve pas forcément l'endroit où s'exprimer, bah, elle se retourne dans une forme de violence contre soi ou contre les autres. Mais en fait, c'est rien d'autre que l'expression d'une fragilité et de l'impossibilité à dealer avec une situation, et le fait qu'on n'a pas appris à faire face à des situations d'émotions fortes ou d'échecs. Il y a beaucoup d'études qui montrent que genre, la peur de l'échec chez les hommes est hyper développée et beaucoup moins, que les hommes sont beaucoup moins en capacité de la traiter que les femmes, par exemple. Et ce qui amène, et là, un trigger warning du coup au suicide, mais ce qui fait que, aussi, contrairement peut-être à des idées reçues qu'on peut avoir, les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes. Mais genre 3 fois plus en moyenne, en proportion, dans les pays occidentaux. Et ça, pareil, dans les stéréotypes de l'homme fort et inflexible, ça paraît absurde, mais en fait, c'est une réalité du fait de cette difficulté à communiquer ses émotions. Et ça a aussi des conséquences dans d'autres champs, notamment celui de la sexualité. bah ouais, carrément. Comment vous parlez de sexualité avec vos potes? Est-ce que vous avez cette espèce de parole un peu libre quand vous parlez de cul, quand vous parlez de vos relations amoureuses et sexuelles? Moi, je dirais que je suis assez pudique déjà par rapport à ça. Et je pense qu'on peut vraiment, enfin, je pourrais vraiment dire que c'est par rapport à une certaine forme d'éducation, en tout cas, que j'ai eu, enfin, de respect. Enfin, de pas, comment dire, pour moi, ça fait partie de l'intimité. Et j'ai pas forcément eu beaucoup de relations d'un soir. C'était plus des relations longues Mhm. que j'ai vraiment voulu mettre sous une forme de respect, en fait, et d'en faire mon cocon. Et de pas forcément le divulguer trop. Et dans tous les cas, c'est vrai que je ne parle pas de sexualité, en tout cas de ma sexualité, directement avec mes amis. Si je peux, enfin, en fait, j'évite en fait de le faire. Je sais pas, je peux ne pas être timide sur certains aspects, mais c'est vrai que la parole liée à la sexualité, je l'ai pas ouverte, en tout cas. Pas Ok. encore. Ok. Théo? La question de base, c'était quoi? La question, c'est est-ce que tu parles de sexualité avec tes potes? Ça peut arriver, ça arrive, mais jamais, en gardant toujours un peu une pudeur, jamais dans les détails ou quoi. Et ouais. Et c'est quoi la pudeur? Pour essayer de comprendre comment vous en parlez, parce que moi, ça m'intéresse de savoir comment vous en parlez. Putain, je suis pas avec vous. Non, mais tu vois, est-ce que qu'est-ce que vous mettez derrière le mot pudeur? Parce que j'entends que toi, Elio, tu dis c'est intime, donc j'ai pas envie d'aller en fait j'ai pas envie de laisser les gens rentrer dans mon intimité. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se dit rien? On se dit... Alors, on se dit pas rien, mais en fait, ça, pour le coup, ça fait un peu parallèle avec ce qu'on disait avant, par rapport au fait qu'il faut pas montrer sa fragilité ou son... Enfin, je trouve que l'amour, c'est quand même un truc, quand on parle de sexualité, faire l'amour, tout ça, c'est... On se révèle un peu nous-mêmes. Donc, quand on parle de ce qu'on fait au lit, pour moi, c'est le truc le plus révélateur sur toutes tes fragilités, sur toutes tes faiblesses, sur tout ce que... Voilà, moi, en tout cas, moi, c'est un peu synonyme de ça. Donc, quand on commence à aborder ces sujets-là, déjà, moi, je suis mal à l'aise. Je commence à rougir, je commence à plus forcément savoir où me placer, quoi. Parce qu'en fait, ça, c'est comme parler du truc le plus profond en moi. Ok. Donc ça vient de là, en fait, cette pudeur. Ok. Toi, Théo ou Thibaut, du coup, ça ressemble à quoi, du coup, cette pudeur, quand vous en parlez? Alors, moi, c'est... avec mes potes, on parle de sexe, mais c'est vrai qu'on va
pas vraiment parler de l'acte en lui-même, on va souvent parler de l'avant et de l'après, de plus des sensations, des premiers moments où on est avec la personne qu'on aime, qu'on s'embrasse, qu'on commence à se toucher, mais on va jamais dans le détail, parce que je pense qu'il y a une certaine pudeur qu'on dit pas forcément, qu'on n'avoue pas vraiment. Et nous, c'est vraiment, on le cache un peu, ouais, en rendant ça joli, en rendant ça beau, en disant waouh, moi j'aime trop quand je suis avec la personne que j'aime, parce que j'ai l'impression d'être vraiment dans un truc très amoureux. Et je pense que ouais, c'est cool d'avoir des discussions comme ça, mais ça cache aussi un peu une pudeur, le fait de pas oser trop parler. Parce que c'est vrai que comme disait Elio, c'est vraiment quand on fait l'amour, c'est vraiment le moment où on est un peu le plus faible en tant que mec, quoi. On est clairement nu, et donc c'est assez gênant d'en parler avec d'autres garçons, en fait. Et du coup, parce que là, j'ai l'impression qu'on évoque des relations amoureuses, mais genre, vous parlez. Du coup, ça veut dire que si vous avez des plans cul, vous en parlez pas non plus? Bah là, pour le coup, c'est plus facile. Ah. Parce que du coup, on dédramatise un peu le truc. Ah ouais, pour le coup. Et genre, du coup, ça Ouais, ressemble à quoi? Enfin, du coup, bah, c'est plus facile de raconter ça sous forme d'anecdote. Merci l'humour. Carrément, merci l'humour pour permettre je sais pas, de faire passer ça, en fait, de dédramatiser la chose, en fait. Mais c'est vrai que quand on fait la distinction entre parler d'une relation amoureuse, parler d'un plan cul, c'est vrai qu'il y a tout de suite une différence. Ça, c'est clair. En tout cas, moi, je le ressens beaucoup de mon côté. Alors, comment on parle d'un plan cul? Alors, bien, évidemment. Bien, mais non, attends, là, on se dit les choses vraies. Hein. Toujours bien. Alors, toujours avec respect, mais c'est vrai que ça peut passer grâce à l'humour sous un filtre un peu plus léger, quoi. Il y a plus ce truc-là de parler de romantiser la chose. Ouais, c'est ça. Il y a plus, il y a moins cette volonté de romantiser le truc, du coup. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que vous parlez tous les trois de pudeur, et c'est un truc qui revient souvent chez les mecs, et moi qui m'a fasciné quand j'ai compris comment, en fait, les meufs de mon âge, quand j'étais un peu plus jeune, parlaient de sexualité. Comment, toi, Violette? Vas-y. Sans te mettre Violette sur l'échafaud, quoi. Mais... Moi, j'allais y aller, mais je laisse Violette en première, je peux étayer. On parle assez en détail, honnêtement. Et ça va être beaucoup plus du ressenti. Et ouais, on va pas hésiter à donner les détails, à dire ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu. Et après, ça dépend des groupes de meufs, hein, forcément. Bien sûr. Mais on va aussi chacune se donner des conseils. Et ouais, vraiment, moi, ça m'étonne en fait que vous parliez pas de détails ou de choses comme ça. Je pensais que si, quand même un peu, parce que avec mes potes mecs, ils parlent de détails, mais plus en mode performance et tout, que ressenti et tout ça. Donc, voilà. Les gars, ça vous fait réagir? Moi, j'ai l'impression, effectivement, si je dois rejoindre Violette, en tout cas dans mon expérience à moi, j'ai l'impression qu'entre meufs, on va aller... Il y a un aspect presque éducatif, tu vois, entre nous. C'est-à-dire qu'on va s'échanger des tips et on va se dire, putain, ça, j'ai pas kiffé. Et puis l'autre va peut-être te dire, moi, j'ai kiffé, mais j'ai fait comme ci, comme ça. Évidemment, on va partager des trucs où on a badé, en fait, où on n'a pas kiffé, où on s'est trouvé nul. Pour X raisons. Et du coup, c'est en se confrontant et en parlant avec nos potes qu'on va réussir à... Ouais, s'éduquer, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Est-ce que ça, c'est vous... Est-ce qu'il y a ce truc-là avec vous? Et comment vous réagissez par rapport à Violette qui vous dit, j'ai l'impression que quand je parle avec des mecs, il y a un truc de performance dans ce qui est échangé? Performance en mode revendication? En mode... j'ai un pote, par exemple, qui m'a raconté... j'étais avec un pote mec... en fait, avec 2 potes mecs. Et il y en a un qui nous a raconté le fait qu'il avait pécho une meuf et tout. Et donc, il me raconte avec un truc un peu amoureux. Et l'autre pote mec, à côté, lui sort « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as pas du tout dit ça hier. Dis ce que tu m'as dit. » Et là... j'ai eu la version, j'ai eu le droit à la version un peu plus mec, on va dire. Moi, j'étais là, bon, ça te dérange pas, Violette? Et puis, rentrer dans un truc un peu plus, je dirais pas trash, mais genre un peu, ouais, donc voilà,
Désolée pour le Vas-y, on peut dire. Donc, je l'ai prise comme ça, tout ça, machin, et j'étais là, ah oui, d'accord. En effet, c'est pas ce que tu m'avais dit, quoi. Donc, ouais, un truc un peu plus. Ouais, performance. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais ouais, pas tout à fait pareil, là où, bah, quand on pécho, bah voilà, on a un groupe WhatsApp où on va se dire tous les détails et se donner honnêtement des conseils, des trucs, un petit plan d'action, enfin, voilà. Là où c'était juste raconter et montrer ce qu'il avait fait, quoi. Mais est-ce qu'entre mecs, justement, on n'a pas tendance, par rapport à ce que tu disais, Violette, à surdramatiser le sexe, notamment par rapport aux meufs et la manière dont elles en parlent? Et pourquoi, du coup, on a tendance à faire ça? Ça, c'est très très vrai. Et je repense au Elio qui est plus petit, plus jeune, qui était puceau et qui dramatisait beaucoup ce truc-là. Je sais pas, moi j'en faisais une affaire d'état. Alors que c'est beaucoup plus simple en fait. Mais même en parler, c'est super dur de parler de sexe à cet âge-là, je trouve. Enfin, parce qu'en fait, si on sait rien au sexe et qu'on commence à s'exprimer sur des choses qu'on ne sait pas, bah, comment ça se passe en fait? Il faut un peu avoir du recul, je trouve, pour pouvoir dédramatiser la chose. Pour moi, c'est un peu normal de dramatiser le truc tant que tu l'as pas fait. Ok. C'est un peu, voilà, si tu n'essayes pas quelque chose, tu pourras pas en garder un peu toute l'expérience avec toi, quoi. Moi, je suis un peu partisan de ça, qu'il faut vivre quelque chose avant de comprendre, dans la totalité en tout cas, à moins de faire preuve d'une empathie folle ou d'un sens de l'écoute à toute épreuve. En tout cas, moi, j'ai ressenti ça. Et du coup, par rapport à la petite histoire des potes de Violette, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a ce truc un peu de temps en temps quand on parle entre mecs de se dire putain, je l'ai pécho, je l'ai prise comme si, putain, enfin, tu vois, toutes les. Alors, je sais pas si on dit encore ces trucs-là, mais tu vois, je l'ai tringlé, pardon, mais. Donc ça existe encore. Ok, merci Samuel de me remettre dans un espace spatio-temporel. Mais tu vois, ce genre de termes qui sont. Bah alors, tout à l'heure, tu disais un peu plus trash, je sais pas comment les qualifier, mais en tout cas, qui du coup, ouais, sont une façon de verbaliser les choses qui sont ce qu'elles sont, je sais pas. Ouais, très clairement, on entend des folies. Et c'est surtout sous couvert d'humour. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas, voilà, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de dégradant. En tout cas, moi, quand j'ai des conversations comme ça, c'est une forme de rigolade, mais pour un peu, voilà, revendiquer quelque chose. J'ai l'impression que, encore une fois, que c'est pour cacher, sous une certaine pudeur, en fait, une fragilité qui est évidente, en fait. Toi, tu penses que c'est la cape de protection pour pas aller dans la pudeur et dans le vrai, on va dire, ah, putain, je l'ai bien baisé. Et je vais même dire, ceux qui font ça le plus sont souvent ceux qui sont les plus fragiles derrière, en fait, ce masque-là. C'est une impression. Parce que les gens qui sont les plus à l'aise avec eux-mêmes, avec leurs émotions, bah, auront aucun mal, en fait, à en parler de manière normale. Si on commence à vouloir exagérer le trait et à vouloir dire ah, je l'ai tringlé, nanana, bah pourquoi tu fais ça? Bah on sait très bien pourquoi tu fais ça en fait. C'est que bah t'as envie de prouver. T'as envie de prouver quelque chose. Théo, qu'est-ce que t'en penses? Ça te parle? Moi, avec mes potes, quand on en parle, il n'y a pas vraiment ce truc, comme t'expliquais, de parler crûment de la chose pour se prouver ou je sais pas quoi. Mais il y avait peut-être à l'époque, quand j'entamais pour la première fois ma vie sexuelle, genre, et qu'il y avait quelques copains autour de moi qui en étaient au même stade de découverte, d'en parler, peut-être un petit peu plus qu'aujourd'hui même. Mais pareil, comme vous avez dit, les filles, plutôt à but éducatif. Pas vraiment se donner des tips, mais je sais pas, t'avais envie d'apprendre un peu de l'autre, comment ça marchait pour lui, si ah ok, nickel, c'est pareil, ah bon, ah moi pas trop, bizarre, faudrait que j'y réfléchisse un jour peut-être. Des trucs comme ça. Mais même à ce moment-là, quand on parlait peut-être un peu plus des vraies choses, c'était jamais de manière crue. Et je sais que parfois, quand je recevais des propos, voilà, pas des trucs graves, mais juste dans la façon de l'expliquer, il mâche pas ses mots ou quoi, j'étais pas mal à l'aise, mais c'est pas comme ça que moi je dirais les choses. Et à recevoir, c'est un peu bizarre aussi. Je sais pas. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je trouve ça très. Enfin,
depuis que je me suis intéressé au féminisme, tout ça, je trouve ça de plus en plus choquant, les mecs qui sont là en mode ouais, j'ai pris ma meuf comme ça. Je trouve qu'il y a un côté très violent, inutile, et qui cherche juste ouais, à prouver. D'ailleurs, c'est très drôle, mais c'est toujours mes potes qui essayent le plus de prouver, qui sont les moins bons au lit des expériences que j'entends. T'as des remontées d'infos, t'as des questionnaires de. On a un bilan. Non, mais genre, Voici les chiffres. de ce Sors-nous qu'ils tout tableau disent, Excel. quoi. J'ai tout noté. Tout ce que me disent mes potes, je note. Mais c'est vrai que mes potes qui sont plus posés quand ils parlent de sexe ou quoi, on sent que. Enfin, que je sais pas, je pense notamment à un pote, on sent vraiment que le mec est tellement à l'aise avec ça, qu'il communique énormément sur le sexe avec sa copine, que du coup, forcément, ses relations sexuelles sont toujours très cool. Et à l'inverse, j'ai un autre pote qui fait beaucoup plus le prouveur. Bah, tu sens qu'il y a vraiment un décalage entre ces deux personnes, et tu te dis, ah, c'est marrant. S'il y en a un qui peut-être veut cacher ses insécurités en faisant le prouveur, en disant, ouais, moi j'ai fait toutes les positions avec ma meuf et tout, je dure pendant des heures. Waouh! Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, j'ai l'impression, en tout cas sur ce deuxième pote, qu'il y a un peu la pression du bon coup. Tu vois, c'est quoi être un bon coup? Qu'est-ce que vous avez, comment vous qualifieriez le bon coup pour être un bon coup en tant que mec? En tout cas, qu'est-ce qui vous a été appris? Le bon coup, c'est quand on passe un bon moment à 2, à 3, à 1000, on s'en fout. C'est quand tu passes un bon moment et que tout le monde est là à passer un bon moment, en fait. Enfin, c'est bête, mais être un bon coup, on s'en fout si tu dures des heures, si tu, comment dire, tant que tu passes un bon moment, quoi. Ok, mais alors ça, c'est le Elio aujourd'hui qui dit ça. Oui. Alors le Elio à 15 ans, il pensait que c'était quoi être un bon coup? Je pense que c'est bourré de préjugés. Parce que, encore une fois, quand on connaît pas, on a du mal à se projeter en fait dans ce genre de contact, en fait. Faire l'amour pour la première fois, en fait, on se rend compte de beaucoup de choses. Je sais pas, c'était plus une leçon qu'un moment de plaisir, j'ai l'impression. Je sais pas. C'était un cours. Et en fait, c'est vrai, je sais que avant cette première fois, j'étais persuadé qu'être un bon coup, c'était d'incarner quelque chose, d'être dans un personnage, alors qu'en fait, foncièrement, si t'es toi-même et que t'es capable d'être toi-même avec la personne avec qui tu te sens bien, tu peux être un très bon coup, en fait. Mais c'est essentiellement le rapport qu'on a par rapport à soi. Okay. Parce que du coup, on va vouloir exagérer des traits si on n'est pas forcément en confiance à la base. Et c'est ça qui sonne faux, quoi. Et du coup, on va essayer d'incarner ce personnage. Et ce personnage, c'est qui? Un idéal viril bizarre. Ok. Et qui fait quoi? Si on lui donne des caractéristiques, même si on tombe dans les stéréotypes, allez-y. Hein. C'est un acteur porno, tout simplement, hein, clairement. Enfin, quand j'étais jeune et que mes amis ont commencé à avoir des relations sexuelles, tout ça, parce que moi j'étais l'un des derniers, mais globalement, tu sens que dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils expliquent, c'est clairement stéréotypé comme du porno. Je veux dire, tout tourne autour du mec, et l'acte se termine quand le mec a joui, et voilà, c'est tout. Donc en fait, j'ai l'impression que les premières fois sont extrêmement stéréotypées par le porno, et que du coup, comme Elio l'a dit, ta première fois, en fait, tu tombes un peu de haut, parce que tout ce que tu as construit comme imaginaire, comment ça allait se passer, tout ça, parce que c'est quand même extrêmement stressant, donc tu te rassures en te disant ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ben en fait, vu que ça tombe, c'est vraiment un cours où tu te dis ah d'accord, en fait, je suis pas du tout un acteur porno, en fait, des fois t'as peur, en fait, des fois ça marche pas. Enfin, il y a 1000 possibilités qu'on n'imagine pas du tout quand on a 15 ans, quoi. Ouais, et le truc, comme vous le dites, c'est même au-delà de quand on sait pas et qu'on appréhende, c'est quand on commence et qu'on est là genre oh mon dieu, en fait ça se passe pas du tout comme j'avais imaginé, et justement chez les meufs, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette culture de justement parler, discuter, échanger des tips qu'il n'y a pas vraiment chez les mecs. Et du coup, comment est-ce qu'on se construit un peu justement une sexualité quand on n'a pas ça? Qu'est-ce qu'il y a comme outil? Parce qu'effectivement, il y a le porno, et il existe pas mal de porno éthique aujourd'hui, mais c'est pas forcément celui qui est le plus regardé. Et le plus accessible en plus. Et le plus accessible, c'est vrai. Ouais. Donc comment est-ce qu'on peut faire justement? Est-ce que ça peut passer par les potes? Est-ce que pour vous c'est passé notamment par les discussions avec les potes ou pas? Ou il y a d'autres manières? Et quand on dit les potes, ça peut être les potes mecs, mais peut-être les potes meufs, justement. Est-ce que c'est plutôt vers les meufs que vous tournez ou... De fou. Perso, je sais que parler de cul avec des potes mecs, c'est souvent sous le coup de l'humour, en fait. Donc, pour parler de choses sérieuses,
ça va venir, si vraiment on a envie d'en parler, etc. Là où avec mes potes meufs, on arrive à en parler et d'aborder des sujets qui sont beaucoup plus, je sais pas, même théoriques, je sais pas, partage de tips. J'ai partagé plus de tips avec mes potes meufs qu'avec mes potes mecs. Encore une fois, je saurais pas l'expliquer, peut-être, je sais pas, mais parler d'un point de vue pédagogique avec ses potes mecs, je l'ai très peu fait. Je l'ai très peu fait. C'est fou, non? C'est dommage. Ouais, je suis d'accord. Je trouve Parce que... pardon, vas-y, finis, je rebondis après. Non, pas de Je souci. m'emballe. Pas de souci, pas de souci. Ouais, pour moi, c'est vrai que j'ai parlé énormément de pédagogie sexuelle avec ma copine. En fait, directement, tout s'est un peu, j'ai le mot en anglais unlocked, mais Ouais. tout s'est un peu déverrouillé justement en parlant avec elle. Qu'est-ce qu'elle considérait, enfin, comment elle imaginait l'acte sexuel, moi, comment j'imaginais, qu'est-ce qui me faisait plaisir, qu'est-ce qui lui faisait plaisir. En fait, en posant ces mots, tu dis ok, je vais faire ça comme ça du coup, et c'est beaucoup mieux. Et pour moi, en fait, c'est vraiment juste la communication qui est clé pour un rapport cool. Ouais. Et parce que ce que j'allais dire, je trouve ça fou parce que tu te dis, tu vois, pour déconstruire les images du porno, typiquement, ce serait quand même tellement simple de se retourner vers tes potes et de dire bon, moi, j'arrive pas à bander comme un âne pendant 2 heures, toi, t'y arrives? Bah non, moi non plus. Bah moi non plus. Ah bah en fait, du coup, c'est des conneries, tu vois. Je me dis, c'est fou. Comme l'accès à l'information est simple, finalement, quand tu réfléchis. Et pourtant, naturellement, vous allez plutôt vous tourner vers des meufs ou ailleurs, je sais pas où, mais comment vous expliquez ça? Je pense à un âge, surtout quand on est au collège-lycée, où on est en train de se construire, on n'a pas le droit d'avoir vraiment de faiblesse, sinon ça peut être fatal en fait. Et du coup, la sexualité rentre dans le compte. Si on a des fragilités sexuelles, faut pas les dire. Parce que du coup, ça montre que t'es, je sais pas, t'es fragile, hein, voilà, que t'es pas un vrai homme, tout ça. C'est facile de tomber dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de mecs qui sont tombés dans cette surreprésentation-là. Ouais, et puis tu parles de fragilité sexuelle devant une norme et un idéal qui n'existe pas. C'est ça qui est ouf. C'est ça. Donc on en revient à ce truc d'accepter de réussir à parler de ses fragilités en tant qu'homme, quoi. Ouais, et surtout parler de ses fragilités, c'est la honte devant ses potes mecs, parce qu'on se compare, mais c'est aussi la honte devant les meufs, parce qu'on s'imagine que les meufs veulent cet idéal et elles voudront absolument pas de nous, sinon on n'arrive pas à correctement faire l'amour, en fait. Clair. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se déconstruire à soi-même cet idéal qui au final n'existe pas. Et même quand tu repenses peut-être à toi quand tu avais 15 piges et tu pensais que c'était ça, tu te dis mais c'est tellement, c'est pas, enfin, parce que l'exemple un peu absurde que tu as dit, bander comme un âne pendant 2 heures, mais même à l'époque, comment on a pu se dire que c'était envisageable ou quoi, à part parce que ce qu'on voit dans le porno. Et du coup, maintenant, de notre œil, je pense que c'est facile de déconstruire ce truc-là. Mais j'arrive pas à savoir si les jeunes de 15 ans de maintenant, un peu moins, ou je sais pas, se disent la même chose s'ils sont autant au fait de ce truc-là, ou s'ils pensaient comme nous, on pouvait penser à l'époque. Si c'est juste notre regard maintenant, parce qu'on a grandi, ou si c'est un peu un truc générationnel, ou je sais pas, avec Internet ou quoi... c'est beaucoup plus facile de savoir des choses là-dessus. Je sais pas, faudrait leur poser la question. En tout cas, moi, j'entends dans ce que vous dites que même si vous avez évolué, vous n'avez pas forcément évolué dans la façon que vous avez de verbaliser les choses auprès de vos potes, justement, tu vois. C'est ça qui est marrant. Donc, je me dis que, bon, visiblement, il y a quand même des trucs qui sont restés encore un peu en place, tu vois. Non? C'est clair qu'on a beau être conscient que du coup tous ces enjeux de performance, etc., on n'y attache plus trop d'importance, mais on n'est pas quand même capable d'en parler naturellement parce que il y a quand même une façade à garder, bizarrement. Bizarrement, oui, il faut toujours garder cette image. C'est plus une pudeur en vrai. Donc, Si toi, t'en parles pas franchement à tes potes, c'est parce que t'as vraiment ce truc-là de vouloir conserver une image Non, c'est juste que en parler, en vrai, je pense que j'ai encore un peu ce truc-là. Ouais. Je suis en train de me rendre compte, mais ouais, je pense que j'ai encore ce truc-là. En tout cas, de pas vouloir avoir de remarques, en fait. C'est-à-dire que j'en parle, par exemple, si j'ai
Enfin, si j'ai un problème, et encore, ça m'arrive rarement, mais comment dire? T'as le droit d'avoir des problèmes, hein, Elio. Non, même je suis en train Arrête d'essayer de prouver. Pas de problème, moi, j'ai pas de problème. Non, ce que je veux dire, c'est que je me perds en fait. Dans... Tu réfléchis, il est Ouais. parti dans ses pensées. Merde, est-ce que je suis encore J'ai sa dedans? parole, je reviens. Mais peut-être, on se demandait si ça avait changé, enfin, entre quand vous aviez 15 ans, quand nous, on avait 15 ans, c'est arrivé. Et ce qui se passe aujourd'hui, nous, je sais pas, en collège, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des tabous autour de la sexualité qui restent énormes. Peut-être qu'un des gros trucs qui a changé, on en parlait rapidement avant l'émission, c'est notamment MeToo et l'évolution des représentations de ce qu'on voit, notamment dans, enfin, justement, les représentations de la masculinité, de l'amitié masculine, etc. Entre 300 et Sex Education, il y a une évolution quand même. Oh, trois fois rien. Non. Est-ce Non, que mais- c'est un... ouais. Ouais, vas-y, pardon. Est-ce que c'est un truc que vous avez senti, ça quand même, vous sentez que ça peut avoir un impact, l'évolution des modèles, notamment de masculinité? Bah, totalement. Si, pour le coup, totalement, parce qu'on voit qu'il y a une révision, et surtout dans la représentation. Le mouvement MeToo, en fait, ça a permis aussi de changer les choses, mais dans un domaine qui est hyper important, c'est-à-dire le cinéma, l'audiovisuel. Ce qu'on nous renvoie de l'image de l'homme est hyper importante, parce que du coup, en fait, qu'on le veuille ou non, en voyant des personnages comme celui de 300, bien costaud, bon, bah forcément, ça met un idéal en tête. Si on regarde d'autres personnages qui ont moins cette image, moi, il y a un exemple qui me marque beaucoup, c'est Timothée Chalamet, qui il fait la une de beaucoup de magazines. Je pense que ce genre de gars, il y a 10 ans, c'est quand même beaucoup plus rare de voir des gars qui incarnent moins en fait, ces clichés ancrés en fait, de la beauté dans les magazines, dans les films. Et oui, c'est vrai que le mouvement MeToo, je pense qu'il a beaucoup changé les choses, et sur ça aussi. Ouais. Ouais, bah, c'est clair que des représentations comme Timothée Chalamet, c'est de montrer, et tu parlais de Sex Education ou un autiste, tu vois, le personnage d'autiste, c'est de montrer qu'il y a tellement de façons d'être un mec et d'incarner une masculinité, tu vois. C'est clair Ouais. qu'entre autiste, Timothée Chalamet et le mec de 300, bon, bah, c'est tous des mecs. Mais... bon, il y a Et Tom différentes Holland. façons de l'être, quoi. Ouais, vous avez des modèles comme ça, vous, qui vous viennent... que ce soit pour incarner la masculinité ou même l'amitié, tu vois, justement, entre mecs, ou le couple, enfin, je sais pas, des nouvelles représentations dans des personnalités comme ça qui vous viennent. Des modèles précis, non. Mais un modèle, peut-être, pas celui à laquelle on pense en premier, mais je pense l'école, en termes de modèle, elle devrait faire quand même bien plus en termes de cours d'éducation sexuelle. Je trouve qu'on pourrait vraiment bien plus appuyer sur les thématiques et davantage laisser la parole peut-être au ressenti des élèves plutôt que juste de présenter un cours sur comment mettre un préservatif et puis c'est ciao, quoi. Genre, moi je me souviens de mes cours d'éducation sexuelle, globalement j'ai pas appris grand chose et c'était extrêmement tourné sur juste le pénis masculin, puis les meufs, bon bah démerdez-vous, quoi. Bah ouais. Et puis la prévention et les risques, et tu vois, et Exactement. j'imagine que vous n'avez pas trop parlé justement des émotions, de l'amour et... Non, pas forcément. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ouais, en préparant aussi l'émission, dans les représentations d'amitié, on avait aussi évoqué Nadal et Federer. Je sais pas si ça vous parle, ce... C'est cette, je sais pas si vous avez en tête cette photo à la toute fin de la carrière de Roger Federer, donc un tennisman. Et donc 20 ans de rivalité sportive. Là, c'est marrant parce qu'on reparle, c'est dans le contexte du sport, mais c'était un peu différent. Et à la fin d'un match, qui était le dernier match de Roger Federer, on les voit sur un banc pleurer tous les deux et quasiment se tenant la main. Enfin, il y a un truc de lâcher prise comme ça. Et c'est vrai que cette photo a beaucoup circulé. Je sais pas si vous l'avez vue. Si, elle est très touchante d'ailleurs, cette image, parce que du coup, c'est même Federer, la Suisse, le mec le plus neutre du monde, on l'a jamais vu. Vous l'avez déjà vu s'énerver ou pas? Ce mec s'énerve pas. Et là, tu le vois fondre en larmes, partager cette émotion avec en plus un rival. Tu le vois pendant 20 ans, ils se tenaient la compétition et là, ils sont juste tristes ensemble. C'était beau. Ah ouais, C'est une belle je image. suis d'accord. Très bon exemple. Ça m'a fait chialer. Et vous pensez que ça peut contribuer à faire évoluer justement la... Ouais, parce qu'en plus, je me rappelle de cette photo-là, j'avais regardé un petit peu dans les commentaires, tous les mecs en fait comprennent cette émotion-là qui est... Enfin, d'évacuer, même pas une tristesse. Il y a une forme de tristesse, il y a une forme de joie. Ouais, c'est de l'émotion pure, ouais, quoi. Ouais, émotion pure. Et je pense que ça a pu toucher le plus
le plus dur des gaillards, ça a pu lui faire lâcher une larme, quoi. Donc c'est On cool. peut c'est être vrai. un bonhomme sur-champion, Ouais, 2 bonhommes sur-champions et chialer un bon coup ensemble. de ouf. D'autres rêves comme ça qui vous ont fait peut-être, tu vois, réfléchir. On a parlé du coup du côté Violette, même Violette, tu vois, t'as pas des... Bah, moi, ça m'a fait penser à Ben Never, par exemple, Hmm. où au tout début, il faisait peut-être encore, je sais pas, je suis un peu moins, mais il faisait des entre mecs où il parlait justement de plein de sujets variés et ça permettait d'avoir une autre représentation de la masculinité. Et j'ai trouvé ça assez chouette d'avoir quelqu'un qui part autant à cœur ouvert et qui essaye de déconstruire un peu certains stéréotypes ou de s'interroger sur les stéréotypes même. Donc, Ouais, carrément, très chouette rêve. Il a en plus écrit un bouquin où il dit je Oui. ne suis pas viril. Bonne façon d'attaquer le, le sujet. Et d'ailleurs, il en parlait, on n'a pas trop parlé de ça, et puis on va manquer de temps, mais il parlait aussi de ce que être pas viril aujourd'hui, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, peut avoir comme conséquence être affilié directement à un mec gay ou les conséquences comme ça. Vous l'avez senti au collège, au lycée, ce truc de si tu montres trop tes émotions, t'es directement... tu vois, il y a du coup une espèce d'homophobie intégrée, quoi. Oui, bien sûr, vraiment. Mais ça, je pense encore aujourd'hui dans les collèges ou même dans les lycées, et même en vrai, même un peu partout, hein. Il y a un peu une homophobie qui est constamment là, t'as la honte, ou même le fait de dire ah bah il est pédé, ah c'est une blague, mais en fait ça montre qu'il y a vraiment une homophobie banalisée et c'est terrible en fait. Et surtout que le plus terrible c'est pour les personnes qui soit le sont ou même les jeunes ados qui se posent des questions sur leur sexualité et qui peut-être peuvent s'imaginer qu'ils sont homosexuels. Il y a un côté où ça leur fait extrêmement peur parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont être traités de tapettes, tout ça, mais en fait il n'y a pas à avoir peur, il faut aller découvrir sa sexualité et se poser des questions, parce qu'en fait, à la fin, on en est vraiment très content, très serein et en accord avec soi-même. Et c'est vraiment cool. Moi, j'ai vécu un truc, j'étais en primaire, j'ai été très sensible, vraiment, je pouvais pleurer pour n'importe quoi, je pense. Et je me rappelle une fois, donc du coup, c'était avec les plus grands, tout ça. Il y a un des plus grands, je sais pas, genre, je sais même plus ce qu'il me fait, mais genre, il me fait pleurer. Et il se fout de ma gueule quand j'étais là en pleurs. Mais vraiment, j'ai pris. Enfin, contre moi, j'ai compris en fait que pleurer, c'était. Enfin, ça sert un peu à, je sais pas, se libérer soi-même, mais c'était aussi pour dire arrête de m'embêter. Ça n'avait pas marché du tout. Donc je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Je pleure, ça marche pas. Donc faut arrêter de pleurer en fait. Faut arrêter de pleurer, faut juste Ça s'endurcir. marche pas et on se fout de ma gueule en plus. Et on se fout de ma gueule, donc j'ai tout perdu au change. J'ai perdu bah, du coup mon honneur, tout ça, faut que je m'endurcisse. Et c'est vrai que bah, au fil du temps, en fait, bêtement, on apprend à renier un peu cette même tristesse, cette fragilité, pour se créer une carapace qui, au final, doit être déconstruite derrière. Donc, quel est l'intérêt, s'il vous plaît, de faire ça à la base? Enfin, venez, on est tous émotifs et on apprend à partager ça. C'est très bizarre, en fait, parce que c'est vrai, ça va être vite catégorisé comme une fragilité, là où, au contraire, c'est la plus grande des forces. Savoir ce qu'on a au fond de soi et l'exprimer correctement, mais c'est une force. Putain, tu me voles ma conclue, Elio. Je voulais justement dire un truc autour du fait qu'en fait, j'avais envie de lier émotion et pouvoir, tu vois. Pour moi, c'est exactement ça, tu vois. La force, c'est un truc plutôt masculin. Le pouvoir, c'est un truc masculin. Les émotions, oula, non, surtout pas. Alors que moi, je pense que je suis 100% d'accord avec toi. Réussir à se connecter à ses émotions, à les exprimer à tout le monde, c'est une putain de force qui est... Enfin, je sais pas, t'es Superman, en fait, et Superwoman quand t'apprends ça, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression-là. Ça vous parle ou pas? Enfin, Elio, oui, puisqu'on est d'accord, visiblement. Ah ouais, mais faut une humilité par rapport à l'émotion aussi. Enfin, l'émotion, elle vient, elle te tombe dessus, tu n'as pas le choix. Si t'es joyeux, trop cool. Si t'es triste, arrête d'essayer de la bloquer, elle sera là. La tristesse, elle est là. Autant la sortir. Ouais. Mais c'est hyper dur. Enfin, grave. Il y a ce truc de... par rapport à l'image, t'as pas envie de montrer que t'es triste ou t'as pas envie de montrer qu'au contraire, quelque chose te rend heureux, etc. Et il y a aussi un truc, parfois, genre, tu ne sais pas l'exprimer. Mais parce qu'en fait, genre,
la langue, enfin quasiment toutes les langues qui existent dans le monde, elles n'ont pas été conçues pour parler de choses pas matérielles. Genre les premiers types de langage qui ont été inventés, c'était genre pour dire planche sur haute planche égale maison. C'était pour construire des trucs, faire des outils, s'entraider comme ça. Et du coup, là, genre quand t'as un truc qui n'est pas physique, c'est à l'intérieur de toi, en fait, genre ton sentiment, c'est un mélange de... par exemple, à la fin de ta journée, t'en peux plus. Et ce sentiment que tu ressens, c'est un mélange de frustration que t'as eu ce matin, plus le petit moment sympa que t'as passé à la pause déj et tout. Et puis le soir, il s'est passé ça et ça et ça, et ça fait une espèce d'énorme boule de sentiments. Et réussir à l'exprimer, genre, moi, à la fin de ma journée, je vais en avoir ras le cul et je vais dire « Oh, je suis triste ». Et un autre gars qui a vécu un ensemble de plein d'autres choses complètement différents, il n'a pas du tout vécu la même journée que moi, il a sa propre boule de sentiments, et il va aussi me dire « Je suis triste ». Alors que c'est pas du tout la même chose, on vit pas du tout le même truc, on le ressent pas de la même manière. C'est pour ça que parler de soi, de ce qu'on ressent, de son émotion, de ses sentiments, au-delà de l'image qu'on essaye de se donner, ou pas, c'est hyper dur. C'est pas facile à sortir du tout. Ah non, mais t'as carrément raison, c'est hyper dur et comme tu dis, ça s'apprend. Et ça me parle vachement ce truc c'est une espèce de constellation de plein de trucs qui sont passés. Et j'ai l'impression que parfois on a tendance à se dire j'exprimerai le truc quand j'arriverai à poser des mots clairs dessus, tu vois. Genre, je vais pas commencer à partir en. Et les émotions, il n'y a rien de plus brouillon, tu vois. Il y a des trucs parfois, et je trouve que c'est cool d'accepter de dire des trucs qui sont bordéliques. Genre, bah ouais, je me sens frustrée pour ça, et je sais pas, j'ai un truc, j'ai une boule dans le ventre. Enfin, tu vois, parfois, tu sais pas mettre de mots, bah t'essayes, tu vois. Plutôt que d'attendre de te dire, attends, là, c'est hyper clair, donc je vais te le dire. Ça y est, j'ai une thèse, antithèse, synthèse. Et ça aussi, je pense que ça s'apprend, tu vois, de se dire, ok, ça peut être bordélique et ça peut ne pas avoir trop ni queue ni tête, tu vois. Et surtout que ce que tu dis sur un sentiment qui est en fait ultra simplifié alors qu'il en recouvre beaucoup d'autres, pour moi ça s'applique aussi à l'amour et la manière dont on en parle. Putain, grave. Je sais pas à quel point on a du temps pour en parler, parce que c'est vrai qu'on disait on pensait qu'on allait parler d'amour et de sexualité, on a surtout parlé de la manière de parler de sexe, mais c'est vrai que la manière de parler d'amour, justement dans le même sens où on simplifie les trucs, généralement, enfin je sais pas moi, mon expérience de plus jeune de manière de parler d'amour, c'est genre ouais, bah je la kiffe. Ok, genre un peu en mode, bah elle est passée dans cette catégorie. Et du coup, ce sentiment est jamais interrogé. Je sais pas si vous avez un peu ce sentiment ou pas. Alors que l'amour, c'est un truc beaucoup plus complexe, beaucoup plus singulier, etc. Je suis 100% d'accord. Et moi, ça me fait penser en fait à une scène du film Vice Versa. Je sais pas si vous avez vu Vice Versa. Bien sûr. Grand rêve sur les émotions. Je trouve qu'ils ont très bien imagé les émotions avec les petites bouboules là, qui s'accumulent au cours de la journée. Tu peux pas résumer une journée, tu peux pas résumer une relation à un mot. C'est impossible. On est obligé de faire une vue d'ensemble en fait. Et si on fait pas ça, en fait, on comprend que dalle. Et c'est vrai en fait. Si on a une relation, on peut pas catégoriser, on peut pas dire juste, je sais pas, ouais, je la kiffe. C'est facile en fait. C'est une facilité. Et je pense d'ailleurs, ça faciliterait nos vies si on commençait. T'es comment avec cette meuf du coup Alors en fait, je la kiffe, mais laisse-moi faire un essai dessus. Tu vois. En fait, je pense que c'est une facilité qu'on a appris à faire, mais qui est pas réel. Il faut juste en être conscient et prendre du recul sur ça, en fait. Ouais, je suis bien d'accord. Mais surtout, ouais, je pense qu'il y a une facilité. Et surtout, on n'a pas envie de se dévoiler, quoi. On n'a pas envie de dire qu'un truc mineur, nous, ça nous a saoulés. Nous, ça nous donne envie de pleurer. Enfin, moi, quand j'étais plus petit, j'exprimais vraiment beaucoup mes émotions. Et je sais très bien que ça pouvait saouler certaines personnes. Donc, il y a un côté où juste... faut apprendre à un peu se contenir. T'as l'impression qu'il faut apprendre à se contenir pour les autres et pour être accepté. Et en fait, c'est qu'avec des personnes très proches que tu arrives à dire réellement ce que tu as sur le cœur, des trucs même nuls, mais qui sont importants à dire. J'adore le petit de Théo. Violette, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ouais, en tout cas sur ce truc de l'amour, est-ce que tu as l'impression pareil que ce soit entre meufs ou avec les mecs, il y a différentes façons d'en parler? Ouais, vachement. Enfin, genre, je vois qu'on en parle différemment, mais et que c'est un instrument genre hyper complexe et que du coup, on a du mal à exprimer généralement toute la complexité du truc, à part je l'aime bien, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est assez difficile en fait d'exprimer ce sentiment-là, je pense aussi.
Bah ouais, grave. Qu'est-ce qu'on dirait justement pour conclure? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est c'est un piège hyper enfermant justement de ne pas exprimer ses émotions et que ça peut être hyper limitant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes de 15-16 ans qui nous écoutent et qui sont clairement potentiellement un peu bloquées? Quels conseils, quels petits tips on leur lâche comme ça sur la façon d'exprimer ou d'oser ou je sais pas. Bah, osez parler tout simplement. Osez parler avec des gens proches de vous, que ce soit votre famille ou vos amis. Et si jamais vous avez personne pour qui parler, vous pouvez aller voir le psy. C'est vraiment très très cool pour parler de tout. Et pour débloquer les émotions, c'est vrai Ouais. que c'est terriblement efficace. Exactement. Moi, je vais parler de mon expérience du coup sur ça. C'est vrai que j'ai pas vu de psy et des fois j'avais juste pas envie de parler de moi en fait à d'autres personnes. Ce que j'ai appris à faire du coup, et ça marche, c'est d'écrire. Écrire, c'est un exutoire excellent en fait pour se rendre compte du brouillon déjà qu'on a dans la tête. C'est assez fou. Si on commençait à écrire tout ce qu'on pense, voilà, déjà on a un cahier de brouillon rempli. Mais si on commence à synthétiser un peu au fur et à mesure toutes les émotions qu'on a au cours d'une journée, déjà ça permet de prendre le recul sur la journée qu'on a eue, de relativiser. Et ensuite, c'est très bizarre, mais vraiment, ça paraît comme une évidence de la suite des choses. Alors, voir un psy, je sais que voilà, personnellement, j'ai fait, j'ai pas forcément peut-être rencontré le bon psy. J'ai pas eu cette attache-là en fait avec la parole, mais l'écrit m'a libéré. Parce que j'allais dire, en fait, il y a différentes façons d'exprimer ses émotions. Pleurer, c'est exprimer une émotion. Aller voir un psy, c'est exprimer une émotion. Comme parler, quoi. Et écrire, c'en est une autre. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver sa forme, en fait, qui nous correspond. Mais en tout cas, il faut que ça sorte. Théo, tu voulais dire quelque chose? S'il y a peut-être un conseil à donner à des jeunes ou quoi, c'est peut-être bateau, mais genre, pas se prendre la tête sur certains trucs. Le fait, par exemple, d'être angoissé, paniqué ou même triste parce que il y a des choses que tu comprends pas par rapport à toi, comment tu te sens, pourquoi tu es triste alors qu'en fait, tu as plutôt une enfance heureuse, un entourage, un cercle qui t'aime et qui te veut du bien, etc. Pourquoi tu es triste alors que, a priori, tu as toutes les raisons d'être heureux. C'est pas grave si tu sais pas. Il y a plein de trucs que tu sauras jamais. Être fixé sur une opinion de toi-même, ça sert à rien. Et trouver un exutoire, écrire, faire un truc. Si tu sais pas, au moins, pose-toi les questions, mais te prends pas trop la tête. Merci Théo pour ce conseil. Violette, le petit conseil Non, de la je fin. rebondis sur ça, c'est trop beau. Très fort. Ce serait pareil, oser parler pour voir en fait qu'on n'est pas seul quand on ose prendre la parole sur un sujet, comme on le disait tout à l'heure. Ça peut être sur le porno mais en fait ça c'est pas, moi j'arrive pas à faire ça, toi non plus. Tu te rends compte que t'es pas seul et que y a plein d'autres mecs ou meufs qui peuvent avoir le même souci, la même angoisse et s'épauler tout simplement. Voilà. Trop bien. Moi, j'aurais envie de rajouter peut-être, et si jamais, parce qu'on dit beaucoup parle, c'est de trouver quelqu'un, peut-être que la première fois qu'on va parler, on va pas avoir l'écoute qu'on attend. Tu vois, peut-être on va tomber justement sur un mec qui a regardé beaucoup trop de porno et qui va faire le caïd. C'est pas grave, essaye quelqu'un d'autre et réitère jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui réussisse à avoir l'écoute que tu attendais. Merci beaucoup à toutes et à tous. J'ai juste une dernière petite question rituelle avant de clore cet épisode. C'est de vous demander si vous vouliez partager avec nous une musique, un titre, une chanson qui vous parle sur ces sujets justement d'amour, de désir, de sexualité et qui vous a touché. Le premier qui a se lance. 1, 2, 3, 4. Elio, vas-y, lance-toi. Alors pour rester dans la thématique de l'amour, moi il y a une musique que j'aime beaucoup parce qu'elle décrit parfaitement le fait de tomber amoureux. Et c'est This Magic Moment de Lou Reed, qui a été utilisé dans une scène de Lost Highway de David Lynch. Cette scène est folle. Allez regarder le film. Allez écouter Lou Reed, This Magic Moment. Double reco. C'est très beau. Double reco. Ouais, c'est ça. Film, musique. Voilà. Les autres? Vous savez, vous? Moi, j'en ai une ou deux.
la musique Boys de Prince Wally avec Feu Chatterton. Donc Prince Wally qui est un rappeur, donc on s'imagine quand même beaucoup des clichés sur les rappeurs, mais ça parle quand même de liberté sexuelle et d'homosexualité, donc c'est cool. Et un album qui perso me touche beaucoup, pas forcément dans la sexualité, mais dans l'amour. C'est l'album Circles de Mac Miller qui est super doux et qui me fait un peu flotter. Donc vraiment, dans mes périodes amoureuses, j'aime beaucoup écouter cet album. T'as un titre? Parce qu'on va pas mettre tout l'album qu'on va faire sinon. Je dirais Circles, la première, notamment l'intro. Merci beaucoup. Violette et Théo? Moi, j'avais pensé à J'embrasse le premier soir de Emily March, où elle parle du coup de désir et du fait qu'elle a envie de prendre le pas et tout. Et il y avait aussi une autre musique très belle qui était de Mac Miller aussi. Je me souviens plus le titre, mais où il déclarait son amour à Ariana Grande avec des paroles vraiment sublimes, et c'est un poème, quoi. Donc, je sais plus le titre, désolée, mais je pense qu'on peut le retrouver assez facilement et que c'est assez connu. Donc, voilà. Merci. Moi, j'hésite enfin, j'en ai deux qui me sont venus à l'esprit. Il y a Still Loving You des Scorpions et With or Without You de U2. Des bonnes refs. Mais je pense que la première, Still Loving You, je l'aime plus parce que je trouve le son trop cool et que c'est du rock et que du coup j'aime bien. Et si vraiment c'est par rapport aux thématiques qu'on a abordées, je dirais U2. Trop bien, merci beaucoup, beaucoup. J'ai tellement hâte de faire cette playlist parce que j'ai trop hâte de me la mettre dans les oreilles. Il y a eu tellement de titres partagés qui sont trop bien. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là, encore une fois, à tous les 4, tous les 5, c'est mieux. Et à très bientôt pour un autre épisode. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça?